Après lecture de son livre, écoute de ses podcasts, décryptage de ses articles, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs échanges passionnants avec Laetitia Vito. Simple, engagée, passionnée, Laetitia Vito m'a ouvert les yeux sur de nouvelles approches du futur du travail. La vie en plusieurs phases, l'évolution des carrières, le décalage entre les institutions et la réalité du travail en 2022, mais aussi les inégalités des femmes face à la retraite. J'ai eu envie de partager avec vous cette discussion sous forme d'une interview riche et dense qui, je l'espère, vous plaira. Alors Laetitia Vito, je suis autrice et conférencière sur le futur du travail. J'ai créé mon activité en 2015 en écrivant sur le sujet des reconversions. C'était la première brique sur le sujet du travail. Et puis ensuite, j'ai balayé énormément de sujets, des freelances à la transformation des ressources humaines, en passant par les défis du management dans un monde de transition et de transition numérique en particulier. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs grandes activités de médias, puisque je travaille pour le média Decision Makers, c'est-à-dire pour les entreprises, les managers et les DRH de Welcome to the Jungle. Et je travaille pour un média qui s'appelle Vive Média, lancé par Bayard tout récemment, qui s'adresse aux femmes de plus de 45 ans, en fait qui s'adresse à tout le monde, mais qui parle des femmes de plus de 45 ans, avec cette idée qu'il n'existe rien. C'est une invisibilisation d'une population qui est pourtant plus nombreuse que les hommes du même âge, et puis plus nombreuse que les plus jeunes, puisque l'âge médian augmente et il est autour de cet âge-là, en fait. Et le fait qu'on a toujours eu un rapport entre travail et âge qui est très linéaire, parce qu'il est hérité d'une conception du travail qu'on a façonnée à l'âge industriel, où on avait des usines qui tournaient, et puis on embauchait des flopées de gens qu'on mettait dans l'usine, et puis il y en a qui montaient, d'autres qui restaient toujours au même endroit, mais à chaque âge de la vie, il y avait un niveau de travail et de carrière qui correspondait. Et puis on avait des phases bien clairement définies. Et j'ai cette intuition que cette adéquation qu'on faisait entre l'âge et le travail est en train d'être cassée. Et que du coup, il y a plein de choses qui sont intéressantes autour de l'âge, sur fond en plus de révolution démographique. Donc comment je suis venue à ces sujets, travail, âge et donc retraite, évidemment. Ok, merci beaucoup pour cette introduction complète. Moi, ce qui me vient spontanément en tête, il y a le côté, j'imagine, allongement de l'espérance de vie. Il y a le côté aussi, peut-être l'impact aussi des nouvelles technologies. Quels sont pour toi les un peu principaux facteurs, sans peut-être rentrer dans les détails, de cette évolution de vie, justement, comme tu le dis, qui n'est plus en 3 temps sur la formation, le travail et la retraite, mais qui est plutôt sur où ce paradigme-là a changé. Du coup, il y en a qu'une grande raison, en fait. C'est la transition du paradigme industriel, ce que j'appelle le modèle fordiste, qui a donné toutes nos institutions de travail. La transition de ce paradigme industriel à un paradigme numérique, et le fait que beaucoup des institutions qu'on a héritées du monde industriel collent plus tout à fait. Elles répondent toujours à des besoins existants, mais il y a beaucoup plus de gens qui n'en profitent pas, ou des gens qui sortent des cases et qui ont des nouveaux besoins. Et donc, il y a de plus en plus un décalage, en fait, un décalage entre ces institutions et la réalité. Et ça se traduit par plein de choses, dont la conception des carrières. Parce que ces institutions, elles sont basées sur une idée des carrières très linéaire, très claire. D'abord, on est enfant, on va à l'école, on grandit, on se forme, etc. Ensuite, on travaille 30-40 ans. Et puis ensuite, on part à la retraite, on a quand même bien mérité. Il y en a ces 3 phases avec à chacune des phases des institutions qui correspondent. Et ce qu'on voit, c'est que c'est déjà plus le cas. C'est déjà plus le cas parce qu'en fait, on est très très nombreux à avoir des phases multiples dans nos vies, nous arrêter, reprendre, etc. Mais les institutions sont pas faites pour. Donc c'est cette transition qui est un changement de modèle et de rapport au travail dans plein de dimensions. Le fait que, par exemple, dans le modèle industriel, il y avait les gens qui pensent et les gens qui exécutent. Donc, il y avait une organisation scientifique du travail, on avait des gestes à répéter à l'identique, parfois bêtes et méchants, on ne nous demandait pas d'innover. Et puis, avec cette transition, tout d'un coup, on demande autre chose aux travailleurs. Et on demande autre chose, mais il y a aussi autre chose qui est possible. Donc, il y a d'autres désirs. Donc, il y a une transformation culturelle qui accompagne aussi. C'est tout d'un coup, on se rend bien compte que cette conception du travail qui consiste uniquement à exécuter des gestes répétables et qui vous rendent interchangeables, est quelque chose qui ne va pas. La grande transformation culturelle qui accompagne cette transition de modèle
transition économique. C'est une montée de l'individualisme, d'envie de singularité, d'être différent, d'être épanoui. Ça va prendre la forme de quête de sens, de je sais pas quoi, de tout un tas de choses comme ça qui se traduisent dans un rapport au travail qui se modifie. Les institutions telles qu'on les avait imaginées, c'était à un moment où l'espérance de vie correspondait à peu près au moment du départ à la retraite, voire était un peu en dessous. Et du coup, c'était hors norme, finalement, de partir à la retraite. Ça restait encore relativement une aberration du point de vue statistique par rapport à l'ensemble des gens. Donc, c'était juste de le dire voilà, on veut une société qui protège ces quelques cas isolés de gens qui, par chance ou malchance, je ne sais pas, vivent suffisamment longtemps pour ne plus pouvoir travailler, se dire ok, on va pas en faire des clochards et on va subvenir à leurs besoins, et puis éviter de faire peser sur les familles la charge de ces quelques individus isolés. Dans ce que tu dis, c'est un peu, tu emploies le mot bundle, c'est la fin de cette finalement voilà, il y avait un package, un accord qui était fait. On a donc évolué sur plein d'aspects, on a changé de paradigme, on est dans cette transition. Et du coup, derrière ça, tu emploies aussi la notion de fossé exponentiel, je ne sais pas si la traduction est la bonne, qui est ce décalage dont tu parlais entre les institutions et finalement nos modes de vie. Du coup, pour toi, quelles sont, on va dire, les solutions, les perspectives vers où on va en fait, du coup, dans cette transition-là? Est-ce que, alors c'est une question à la fois large et à la fois est-ce qu'il y a un peu de concret, parce que c'est vrai que moi, je m'y intéresse de plus en plus et il y a des exemples, il y a du concret, mais c'est pas toujours évident, je trouve, de se rattacher à très concrètement ce que ça implique. Alors, on peut prendre 2-3 exemples, parce qu'en effet, cette question est très vaste, de l'inadéquation entre les institutions et la réalité d'une vie en phases multiples, avec ce que tu disais, c'est-à-dire ce package d'avantages qui s'associe à un emploi salarié typique et qui se dégrade progressivement, c'est ça le bundle. Et puis, une économie qui change très très vite, avec des technologies qui continuent d'évoluer de manière exponentielle, des données qu'on produit sur Internet qui continuent d'augmenter de façon exponentielle, et donc tout un tas de changements qui sont exponentiels, pendant que nos institutions, elles restent pépères mémères, linéaires, on va dire, arithmétiques, pour prendre la comparaison mathématique. Et donc le décalage entre des évolutions ou des mentalités ou des cultures qui évoluent de manière linéaire ou arithmétique, et puis certaines choses qui évoluent de manière exponentielle, ce décalage, évidemment, du coup, il est exponentiel aussi. Et c'est là où on voit qu'il y a des tas de choses qui manquent et des tas de choses qui sont aussi en train d'être imaginées ou en train d'être créées. C'est des écoles, des universités, des formations de toutes sortes, numériques ou pas, qui se créent pour des publics différents. Et ça, on voit que, pour le coup, ça c'est exponentiel, l'offre de nouveaux services de formation, de nouveaux contenus qui servent à des publics différents. Pendant que les universités, elles, il n'y a que des jeunes dedans. Quand on a très très peu de personnes âgées, on voit bien que les institutions traditionnelles, elles continuent de servir peu ou prou les mêmes. Donc là, il y a des tas de choses qui sont en train d'être inventées, il y a encore beaucoup de choses intéressantes à faire. Mais là où ça manque, c'est que quand on a 45 ans, un loyer à payer, 2 enfants, 3 enfants, etc., le problème n'est pas tant de se former ou de trouver un institut pour se former, pour faire un autre métier parce qu'on a perdu l'ancien ou parce qu'on veut se reconvertir. Le problème, c'est surtout la perte de revenus qui correspond à l'arrêt de son activité professionnelle pendant 1 an ou 2 ans, selon la durée qu'il faut pour te former à quelque chose. Ça dépend. Si tu veux devenir infirmière, effectivement, c'est quand même quelques années. Si tu veux simplement passer de, je sais pas moi, d'un poste de commercial à un poste de RH, peut-être que c'est pas 2 ans qu'il te faut. Et donc là, il y a deux types de pistes de réflexion à avoir. C'est d'abord probablement que le diplôme à avoir pour se reconvertir, il est inadapté, parce que quand on a 45 ans, on ne va pas se former de la même manière que quand on a 20 ans. Quand on a 20 ans, on a tout à apprendre. Quand on a 45 ans, on a déjà une sacrée expérience, on a déjà probablement travaillé ou échangé avec des personnes qui font le métier qu'on voudrait faire, et puis on a déjà des connaissances et de l'expérience de tout ce qu'on a acquis, donc il faudrait des formations qui soient beaucoup plus modulables, qui soient beaucoup plus en petites briques ajustables et qui durent moins longtemps du coup. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est des revenus. En fait, on n'en a pas besoin seulement quand on perd son emploi, qu'on est au chômage et qu'on a des droits au chômage. On en a besoin quand on prépare une reconversion professionnelle.
Et là, ça peut prendre la forme d'un revenu universel de base ou simplement d'une rupture conventionnelle généralisée qui aide d'autres gens que les cadres privilégiés à se reconvertir pour faire autre chose dans la vie. Ou encore, c'est imaginer casser cette phase de la retraite qui est la dernière phase de la vie à plusieurs moments de la vie quand on a besoin de s'arrêter, soit pour se reconvertir, soit même pour s'occuper d'un parent âgé, d'un enfant, ou travailler moins et qu'on a des pertes de revenus importantes. Un autre cas concret, c'est la question de la mobilité professionnelle de la mobilité géographique, géographique et professionnelle. Dans le paradigme numérique, on voit bien que l'activité se concentre majoritairement dans des grandes villes, dans des grandes métropoles, parce qu'il y a une prime au cluster, aux effets de réseau, à la densité. Les grandes villes, ça devient toujours plus cher. D'ailleurs, le logement monte partout, le logement est plus cher partout, mais dans les grandes villes encore plus. Or, les revenus n'ont pas évolué de la même manière, mais aucune de nos institutions n'accompagne les mobilités géographiques, en tout cas, elles sont très insuffisantes pour régler cette question du logement. Et aujourd'hui, la pénurie de travailleurs, ce n'est pas une pénurie de travailleurs, c'est souvent une inadéquation qui est liée à une immobilité géographique parce que c'est impossible de se loger. Exemple, j'ai un restaurant dans le centre de Nantes, je veux embaucher un serveur, mais c'est un mi-temps, ça ne paye pas très bien et il n'y a personne sur place, il n'y a personne qui veut venir de l'extérieur parce qu'il ne peut pas se loger, il ou elle ne peut pas se loger avec le revenu que je propose pour ce travail-là. Oui, ok, très clair. Non, mais voilà, ça permet de concrétiser, donc c'est très bien. C'était en effet, il y a énormément de sujets, de concepts derrière, mais c'est vrai que ouais, complètement. Donc c'est pas évident d'essayer de tout aborder, mais au moins je pense que ça clarifie quand même un petit peu le point. La question du coup que j'avais, et moi tout ce que tu dis, je me partage complètement, et nous c'est vraiment cet axe-là et qu'on trouve intéressant, c'est quel est finalement notre rapport en fait à la retraite et surtout comment il sera demain. Du coup, sur ça, alors de manière un peu simplifiée, est-ce que pour toi, si on devait dire ce serait quoi la retraite de demain, tu as commencé à donner des pistes avec bien sûr cette notion de moment de vie plus que voilà, ce temps en 3 phases. Donc, pour synthétiser, ce serait quoi pour toi la retraite de demain? Alors, ça fait toujours hurler les gens quand on dit qu'on va travailler plus longtemps, mais travailler plus longtemps, ça veut dire travailler plus longtemps, pas au même rythme que le rythme du paradigme fordiste, c'est-à-dire un emploi salarié avec du présentéisme du matin au soir, tous les jours, avec seulement 5 semaines de congés payés dans l'année. Ça, c'est quand on est chanceux d'être en France. C'est au contraire une vie qui s'étend et où la porosité entre travail et non-travail est plus forte. Donc, il y a des moments où on va être un peu à mi-temps, puis entrepreneur, puis freelance, puis salarié à mi-temps, à cause des contraintes de la vie, des opportunités, etc. Et donc, ça veut dire quelque chose de très haché, de beaucoup plus long, mais de très haché. Donc, le beaucoup plus long fait que c'est une opportunité d'avoir une gestion financière, ou d'avoir des ressources financières pendant une longue période de vie qui, si elle est pensée déjà en amont, permet d'avoir une partie de gestion de ses finances personnelles qui devient extrêmement importante dans une vie très longue comme ça, puisque s'il y a des accidents et des moments de la vie où il y a des baisses de revenus ou pertes de revenus, cette question de comment tu gères tes finances personnelles devient extrêmement importante. Donc c'est pas qu'un sujet de retraite, c'est pas uniquement préparer tes vieux jours, c'est préparer toute ta vie en fait. Donc ça s'étale, ça s'étire. Et les frontières entre les moments sont floues. Ceci dit, il reste bien un moment où tu ne veux plus ou tu ne peux plus travailler, soit parce que tu es malade, dépendant, etc. Et même à mi-temps, à un moment, tu vas complètement t'arrêter. Ce fantasme qui est celui de je me mets sur une chaise ou je me mets sur une chaise longue et je fiche plus rien, c'est un fantasme qu'on devrait arrêter d'entretenir parce que c'est la mort, l'arrêt total, l'immobilité totale. On sait que les capacités du cerveau s'arrêtent quand tu arrêtes de l'utiliser. On sait que les capacités physiques s'arrêtent quand tu arrêtes d'utiliser ton corps. Et on sait, on a tellement observé ça dans les EHPAD que les personnes qui ne sont plus encouragées à garder leur autonomie, à faire les choses par elles-mêmes, leur capacité se dégrade très très vite en fait. Donc ça peut peut-être rester un fantasme, mais il faut que ça reste un fantasme en fait. On doit rester actif au sens large, pas au sens économique du terme, au sens large le plus longtemps possible. Après, plus concrètement et simplement pour répondre à ta question sur qu'est-ce que c'est que la retraite de demain, tu l'auras compris, si c'est haché comme ça veut dire que
on a dans l'état actuel des choses, des caisses de retraite innombrables. Ça va être, voilà, en tant qu'indépendant, en tant que salarié, mais cadre, en tant que salarié non cadre, en tant que je sais pas quoi. T'imagines le nombre de différentes caisses de retraite. Et évidemment, aujourd'hui, même dans les retraites classiques, même avec les carrières classiques, c'est déjà quelque chose de très complexe. On n'est pas capable de savoir, on n'est pas capable de simuler et on n'est pas capable de rassembler tous les éléments du dossier. Ça met un temps fou avant déjà de pouvoir déclencher les choses. Donc, il y a des erreurs tout le temps. Enfin bon. Il y a des erreurs tout le temps, c'est un cauchemar. Et donc là, on se dit que voilà, avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, il y a évidemment moyen de faire beaucoup plus de choses et puis d'avoir cette couche qui unifie tout ça et qui fait que aussi, en gros, chaque euro gagné, quelle que soit la forme contractuelle et la nature de l'activité, déclenche des droits. Et chaque euro gagné, par ailleurs, est géré à titre personnel. Donc, il y a une dimension individuelle, gestion des finances personnelles, épargne, etc. Ça, c'est pas, faut arrêter d'en faire un tabou, c'est une réalité. Et puis, il y a une dimension collective, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne veut pas voir disparaître du jour au lendemain tous nos systèmes collectifs. Donc, la manière de les articuler, ces deux choses-là, c'est un défi considérable, c'est un défi institutionnel. Comment est-ce que je vais créer une interface pour les individus qui ont 14 caisses de retraite, une carrière avec 18 étapes différentes et des trous dans le CV et je ne sais quoi. Comment tu les aides à ce que ça ressemble, à ce que ça soit simple et que ça ressemble à quelque chose. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis après, pour les individus, voilà, c'est ces compétences qui, pour l'instant, sont réservées à des personnes très riches, d'ailleurs souvent des cabinets à leur service pour leur offrir des conseils en la matière. En fait, ces compétences par rapport à l'argent, c'est quelque chose dont on a tous besoin et qu'il faudrait... il y a pas mal de tabous à casser et puis de choses à démocratiser. Ouais, complètement. Et là-dessus, il y a deux sous-jacents sur cette question de l'argent et je trouve ça hyper intéressant justement d'en parler parce que déjà, je pense qu'il y a un vrai tabou aussi culturel et en France, ça fait partie des sujets dont on ne parle pas et c'est dommage. Donc ça, déjà, toi en plus qui as vécu aussi à l'étranger, j'aimerais bien ton avis là-dessus. Et la deuxième chose, c'est est-ce que ça doit venir de nous en tant qu'individus? Est-ce que c'est un mix aussi entre nous, entre l'État, entre les entreprises? Voilà, c'est les deux axes que j'aimerais bien que tu développes. Le tabou de l'argent, il est fort dans les cultures, des traditions historiquement catholiques où l'argent est sale, on cache et tout. Il n'y a pas que des raisons religieuses, il y a aussi des raisons fiscales, c'est-à-dire que aussi historiquement, on avait tendance à cacher une partie de ces richesses parce que on mesurait ta base fiscale en fonction d'un certain nombre de critères que tu voulais pas rendre trop apparent en fait, du coup je sais pas, que ce soit le nombre de fenêtres dans ta maison, j'en sais rien, tu vois, des choses comme ça. Donc plutôt avec aussi une conception de l'intimité à la française qui est que on n'a pas les grandes fenêtres ouvertes sur la rue, on a en général des murs qui protègent ta vie privée, on aime bien être pour vivre heureux il faut vivre caché. Donc il y a plein de raisons derrière tout ça et c'est vrai que c'est plus fort en France que par exemple aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, tu vois, tu as ces grandes fenêtres. Voilà, c'est un peu cliché de dire des cultures protestantes parce qu'il y a des grandes différences d'un pays à l'autre, mais c'est pas complètement faux. C'est grosso modo ce truc protestant de je dois ouvrir les volets très tôt le matin pour montrer à mes voisins que je suis réveillée et déjà au travail. C'est une pression sociale très forte, tout comme viens tondre ta pelouse pour pas avoir un regard critique de la part de tes voisins, etc. Donc c'est vivre, au contraire, c'est vivre pas caché, c'est vivre au grand jour pour montrer qu'il n'y a rien de louche. Je suis irréprochable, il n'y a rien de louche, vas-y, j'ouvre tout. Voilà. Okay. Et donc ça, cette culture, elle a cette culture qui consiste à cacher un peu les choses, elle a aussi du bon. Parce que sur ce qui est protection de la vie privée, etc., moi, je ne me sens pas néerlandaise, par exemple. Tu vois, vraiment, le truc d'ouvrir les fenêtres très tôt le matin, pas forcément pour moi. Voilà, c'est voilà.
En revanche, sur l'argent, évidemment, le problème de cette culture du secret, c'est que certes, elle a pu protéger l'intimité, la vie privée, etc., mais elle empêche aussi des revendications, ou en tout cas des arguments pour des revendications à plus d'égalité ou pour lutter contre des injustices, notamment justement les décalages de paye entre femmes et hommes au même poste. Ça existe toujours, c'est toujours une réalité. Plein de postes, plein d'entreprises dans lesquelles les gens qui font grosso modo le même travail ne sont pas payés pareil. Et dans les départements de ressources humaines des entreprises, on dit oui, mais bon, voilà, le marché c'est comme ça. Il y a des gens qui sont plus faciles à choper avec moins d'argent. Pourquoi est-ce qu'on les paierait plus à l'échelle de l'organisation, ça serait aberrant de payer plus quelqu'un qui accepte moins. C'est la loi du marché, quoi. En revanche, pour avoir telle personne, il faut payer plus, c'est un nouvel entrant, etc. Et donc après, pour pas créer de jalousie, de tension, de conflit, vaut mieux quand même que ça se sache pas trop. Et au-delà de ça, il y a vraiment cette idée maintenant qu'il y a des choses qui, là, sont plus acceptables du tout et que la transparence aurait aussi des avantages pour les ressources humaines. C'est-à-dire, tu mets en avant quelque chose qui est de l'ordre de la transparence et de l'égalité, et tu améliores ta marque employeur par la même occasion, tu as une meilleure rétention des individus parce que jusqu'ici, beaucoup de salariés sont obligés de partir de leur boîte pour gagner plus, parce que c'est tellement dur d'abord de demander une augmentation significative et d'obtenir une augmentation significative. En général, c'est des augmentations que tu obtiens, elles sont un petit peu dérisoires, et les vraies différences, c'est quand tu changes de job et de boîte. Là, tout d'un coup, tu peux avoir du plus 30, plus 40%, alors que dans la même entreprise, ça reste très compliqué. Et donc là, il y a pas mal d'entreprises, c'est vrai que c'est plus américain que français, mais l'idée commence à venir en France, qui disent, oui, mais en fait, si on perd les jambons, si on les perd parce qu'on n'est pas capable d'aligner au niveau revenu, ils vont forcément aller voir ailleurs pour gagner plus. Et donc l'idée de dire, dites-nous combien vous pourriez gagner là, et nous on s'aligne. Ça, c'est une des possibilités par rapport à l'extérieur. Et puis après, sinon, la transparence, c'est des grilles de salaire qui sont très claires, qui sont négociées collectivement, qui sont transparentes pour tout le monde et qui font que les choses sont claires et qu'il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de secret. Et ça met beaucoup plus les gens à égalité parce que par rapport à ce qui est implicite, et l'argent c'est un truc très implicite, et les négociations c'est un truc très implicite, on est très inégaux par rapport à notre éducation, et c'est très genré aussi, sur le fait de dire je vais aller négocier quelque chose qui n'est pas proposé, ou je vais aller demander quelque chose qui n'est même pas sur la table. Et on sait que certaines personnes le font beaucoup plus que d'autres et que, typiquement, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans ce syndrome bon élève de on m'a dit que la fourchette c'était entre ça et ça, donc je ne vais pas sortir de la fourchette. Ou bien on m'a dit que la règle était celle-là, je ne vais pas proposer de tordre la règle dès le début de la négociation. Alors qu'en fait, on peut le faire. Ouais, tout ça, c'est que indicatif. Ouais. Complètement. Et du coup, c'est hyper intéressant que tu introduises ça. Ça nous fait une bonne transition pour le sujet qu'on voulait aborder, puisqu'aujourd'hui, moi, ça m'intéressait aussi d'avoir justement cette vision sur la retraite. Alors, on l'a compris au sens plus large que comme on l'a défini aujourd'hui, et ces inégalités entre les hommes et les femmes. On discute ensemble le 3 novembre, et donc depuis ce matin, 9h22, les femmes travaillent gratuitement. Du coup, sur ça, je pense qu'on peut peut-être commencer, parce que pareil, vaste sujet, hein, je ne vais pas juste te dire alors les femmes et la retraite, qu'en penses-tu ? Tu as parlé tout à l'heure de cette notion de travail, en fait, où aujourd'hui le travail, on l'associe beaucoup au salariat, on commence de plus en plus à avoir aussi le travail indépendant. Mais du coup, tu as abordé cette notion de travail gratuit. Est-ce que du coup, ça, c'est quelque chose aujourd'hui finalement, est-ce que c'est quelque chose qui touche particulièrement les femmes, et est-ce que c'est des choses dans nos modes de calcul en fait aujourd'hui actuels qui est aussi un facteur d'inégalité ? C'est le premier facteur d'inégalité. En fait, on a tous que 24 heures dans une journée. Les femmes dorment parfois moins que les hommes, mais elles ne peuvent pas étirer le temps à l'infini. Et tout ce travail du care, tout ce travail dit reproductif qui se passe à domicile et en dehors du domicile, qui est
le soin à la famille, aux personnes âgées, les parents, toute la charge émotionnelle de l'entretien des relations avec les autres et évidemment les corvées ménagères, les corvées domestiques, s'occuper des temps de linge, faire à manger, faire les courses, etc., et le ménage, plus les tâches parentales, l'éducation des enfants, d'abord les garder quand ils sont tout petits, simplement les garder, avoir l'œil sur eux, les nourrir, les soigner, les langer, etc. Et bien là, on a fait mine de le découvrir pendant la pandémie comme si c'était une surprise, mais il n'y a pas du tout d'évolution linéaire d'une meilleure répartition genrée de ces tâches-là, de ces tâches de ce travail gratuit, non rémunéré. 70% des tâches ménagères sont faites par des femmes. C'est un chiffre qui évolue à peine, ou pas du tout, selon les pays et les variations, là aussi un peu d'un pays à l'autre, mais en gros c'est ça, c'est entre 2/3 et 3/4. Sur les tâches parentales, c'est pareil, on est entre 2/3 et 3/4, et dans certains pays ça peut être encore plus, mais rarement moins en tout cas. Même dans les pays scandinaves, c'est toujours plus de 50% quand même, qu'on dit très égalitaire. Ça l'est plus que, oui, il y a des différences, mais ça reste encore très, très inégalitaire. Et donc, tout ce travail gratuit qu'on fait, c'est du temps en moins pour faire du travail payant. Et c'est vraiment, pour le coup, comme le temps n'est pas extensible, c'est vraiment l'un ou l'autre. Si je dois partir du bureau ou partir de l'usine à telle heure parce que je dois m'occuper des enfants et que ça m'oblige à demander un temps partiel, l'arbitrage est très clair en fait. Et si je m'occupe majoritairement, si c'est sur moi que tombe la responsabilité de l'entretien du foyer, de la garde des enfants, etc., ça m'empêche d'avoir des opportunités à l'extérieur. Et parfois de manière archi évidente. Aux États-Unis, il y a 4 millions de femmes qui ont quitté le monde de l'emploi depuis le début de la pandémie parce que pas de garde d'enfants. Il y a eu des confinements qui ont duré quasiment tout le temps. Les crèches, les child care institutions qui sont fermées et beaucoup n'ont pas réouvert. Alors, il y a 80% des capacités par rapport à avant la crise sanitaire. Okay. Et c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, il y a des crèches qui ont fait faillite, qui n'ont pas réouvert. Il y a des crèches qui ont réouvert, mais avec une capacité plus réduite et avec des contraintes de crise sanitaire. On dit on veut moins de gens, etc. En France, on n'est pas loin de 80% de l'ensemble des emplois à temps partiel qui sont occupés par des femmes. Ce qui veut dire qu'une part importante de l'ensemble des femmes actives travaillent en fait moins que le temps complet. Et donc évidemment, c'est ça de revenus en moins pendant parfois des années et des années. Et quand on a fait des années et des années de temps partiel, après, même quand on revient à temps plein, il y a une présomption de non-engagement, une présomption de carrière nulle. En gros, ça a été des années à temps partiel, t'es pas tout à fait crédible. Donc du coup, ton niveau de carrière, de rémunération, de poste est bien inférieur à ce qu'il aurait été si tu étais resté à temps plein tout du long. Donc, du coup, ça s'accumule énormément et c'est des différences colossales. Donc oui, cette articulation travail gratuit, travail payant, c'est le cœur du sujet. Et c'est pas un sujet de choix individuel, c'est un sujet d'économie. Et pourtant, l'économie s'y intéresse pas du tout, parce qu'elle ne s'intéresse qu'à ce qui est marchand. Ouais, et en plus, dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a complètement ça, et il y a aussi un aspect de très, très factuellement sur tes cotisations retraite par exemple, mais sur tes cotisations de manière générale, sur aussi du coup ce que tu gagnes et ce que tu peux mettre de côté, donc en termes de constitution de patrimoine, il y a à la fois quand tu reviens, t'es considéré, tous les éléments que tu as évoqués, et il y a en plus quelque chose dont on perçoit assez peu, et c'est vrai que c'est souvent des femmes, et moi j'ai déjà entendu ce côté, en fait, plutôt que de mettre mon salaire dans la crèche, je vais rester chez moi. Et en fait, au-delà du temps donné, c'est toutes ces choses, toutes ces couches, en fait, les unes par rapport aux autres. Et ça crée aussi, en fait, sur le long terme, des énormes écarts. J'ai plus le chiffre en tête, je sais pas si tu l'as, mais pareil, sur le patrimoine. Et donc, dans la perspective notamment de sa retraite, ou en tout cas de ces périodes de vie non travaillées, on se construit un patrimoine, on se construit, comme tu disais, même que ce soit de l'épargne, que ce soit l'immobilier. Et aujourd'hui, il y a un écart énorme entre les femmes et les hommes à ce niveau-là. Ouais, au niveau même de la structure des dépenses, c'est Lucille Quillet dans Le Prix à payer qui a cette expression géniale, c'est Madame PQ et Monsieur Voiture. C'est-à-dire que quand on regarde la structure des dépenses, beaucoup de dépenses, c'est des choses qui ne comptent pas. C'est l'achat des pâtes, du PQ, machin, des trucs, l'entretien courant, parce que c'est des petites sommes, parce qu'à la base, souvent, c'est des revenus plus faibles.
Donc, c'est des petites choses qui disparaissent, alors que les choses importantes, qui durent et qui, après, peuvent continuer à être valorisées en cas de séparation aussi, qui sont donc au nom de monsieur, le plus souvent dans les couples hétéros, et ben c'est plus majoritairement des hommes. Et c'est pareil dans toutes les dimensions de la gestion patrimoniale. Il y a des écarts importants qui ont été super bien documentés par 2 sociologues dans un livre qui s'appelle Le genre du capital. Alors qu'on pense que, voilà, hériter, a priori, il n'y a pas de loi sexiste qui dit les femmes n'ont pas le droit d'hériter. On n'est plus, on n'est plus en 1800, à l'époque de Jane Austen ou en Angleterre, où les femmes ne peuvent pas hériter de la fortune de leur père. Donc on n'est plus dans ce cas-là, hein. On est dans ce cas-là encore dans des pays comme l'Ouganda, par exemple, hein. Encore des pays où on est au niveau de Jane Austen. Mais en France, on n'est pas là. On se dit, mais pourquoi, où est-ce que ça pêche? Et en fait, ce qu'elles expliquent, c'est qu'il y a des arrangements en famille qui minorent toujours l'héritage que vont faire les filles par rapport aux garçons, au point que ça a un effet statistiquement important, en fait. Enfin, en moyenne, c'est pas négligeable, c'est non nul. Ça va être, par exemple, on va valoriser la propriété immobilière de telle manière que ça va être un petit peu sous-valorisé et donner une somme d'argent, tandis que la propriété immobilière, dont la valeur est en réalité plus importante dès le départ et qui en plus augmente de manière importante avec l'augmentation des prix de l'immobilier, va être héritée davantage par des garçons, par exemple. Et ça, c'est des choses surprenantes, parce que là aussi, il n'y a rien qui, a priori, permet d'anticiper ça. Et puis, au fur et à mesure d'une vie, aussi dans un couple hétéro, il y a des petits arrangements, renoncements, machin de ça, qui font qu'en bout de chaîne, c'est-à-dire soit au moment de la retraite, soit au moment d'une séparation dans un couple, ça peut être déjà bien avant la retraite, et là, tout d'un coup, on fait les comptes, on fait « oh zut !» C'est-à-dire qu'au-delà de la différence de revenus, qui est le fruit de ces choix et de ces renoncements multiples pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la maison, etc. Au-delà de ça, il y a en plus une différence de patrimoine, une différence d'épargne et d'investissement, parce que les femmes investissent moins, etc. Donc, qui fait que, en fait, si on compte l'écart de richesse et pas seulement l'écart de revenus, c'est évidemment considérable et bien, bien, bien plus que les chiffres qu'on voit circuler, qui concernent les revenus. Et du coup, après ce constat, et même si c'est vrai que ça paraît fou, parce qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'on en parle, que les choses changent, que les femmes travaillent, mais bon, on se rend compte, comme tu dis, et dans les chiffres, que c'est loin d'être une réalité. Quelles seraient pour toi, du coup, on va dire, les prochaines étapes? Et d'ailleurs, comme on disait en introduction, l'idée n'est pas du tout de dire parlons entre femmes et parlons, parce que je pense que c'est des sujets qui concernent absolument tout le monde. Quelles seraient du coup les actions, les étapes? Est-ce que ça passe par de l'information? Est-ce que je sais que peut-être avec justement tes nouveaux projets avec Bayard, ça fait partie des axes, mais du coup voilà, quelles sont un peu pour toi les solutions et finalement comment les femmes et les hommes aujourd'hui peuvent agir en fait pour faire évoluer les choses? Il y a plein de niveaux de réponse. Il y a toujours pareil, il y a un niveau individuel et un niveau collectif. Dans le niveau collectif, il y a les organisations et puis il y a tout ce qui est collectivité, État et voilà, toutes nos instances collectives. Donc il ne s'agit pas d'avoir une réponse que individuelle, parce que ce n'est pas un sujet de développement personnel. Ça ne suffit pas de dire voilà, casse le tabou de l'argent, apprends à parler d'argent et puis négocie bien ton truc et tout, parce que au-delà de ça, ce qui se passe à l'intérieur d'un couple hétéro au fil d'une vie, c'est une série de petites choses qui font qu'après, en plus, si on doit s'auto-flageller en se disant c'est ma faute, c'est parce que je n'ai pas acheté le bon livre de développement personnel, non, c'est pas vrai. Donc il y a des sujets qui sont des sujets politiques. Parmi ces sujets politiques, il y a la question, bien entendu, pour commencer, de la garde d'enfants. On sait que en France, on n'est pas trop mal lotis, mais c'est pas si facile que ça. Il n'y a pas assez de crèches, c'est pas si accessible, ça se termine assez tôt. C'est pas gratuit, même si quand on a un très petit revenu, on peut être prioritaire, on peut avoir, c'est pas forcément inaccessible. Mais il y a beaucoup de femmes, notamment dans les bas revenus, qui en effet se disent que économiquement, ça n'a pas de sens de. Voilà, ça n'a pas de sens de continuer à travailler pour un SMIC quand le coût que ça représente est important. Et quand on sait qu'on va rester au SMIC toute sa vie parce qu'on est dans un métier mal rémunéré, et d'ailleurs les métiers mal rémunérés sont des métiers féminins,
Donc les métiers mal rémunérés sont mal rémunérés parce qu'ils sont souvent en concurrence avec du travail gratuit. C'est tout ce qui est le soin, le service à la personne, la transmission, s'occuper des enfants et s'occuper des vieux. Tout ça, c'est les trucs les moins valorisés. Et c'est là où il y a beaucoup de femmes. Donc bref, quand on sait qu'on va pas, ça va pas faire une grosse différence sur la carrière, le fait de s'arrêter à un moment, il y a ce choix qui est fait, qui est évident et qui du coup fait qu'on cotise pas, par exemple. Quand on a un emploi à temps plein et qu'on n'est pas à côté de l'école des enfants, aller chercher son enfant à 16h ou à 16h30, machin. Beaucoup de femmes qui en ont 2 ou 3, elles sont obligées au minimum d'être à 4/5e, voire à temps partiel complète, enfin à temps partiel encore moins que 4/5e, parce que c'est pas possible, c'est incompatible. La vie scolaire est incompatible avec le fait de travailler à temps plein. Travail à temps plein, quoi. La deuxième chose, pour pouvoir égaliser les choses entre hommes et femmes, c'est un combat dont on entend beaucoup parler en France, mais aussi ailleurs, c'est le congé paternité. C'est un congé paternité qui n'est pas juste un petit truc anecdotique d'une semaine ou 2 semaines, où les hommes ont le droit de faire plus, mais ils seront payés 400 €. Bah, évidemment, ils ne le font pas. Si de leur salaire dépend le bien-être de leur foyer, ils ne vont pas renoncer à un bon salaire pour avoir une petite mensualité complètement dérisoire. Donc il ne faut pas que ce soit une option, il ne faut pas que ce soit un petit truc possible, il faut que ce soit généralisé, à égalité, obligatoire, bien rémunéré. Alors évidemment, quand on dit ça, beaucoup de personnalités politiques disent vous rêvez, mais vous êtes oui, alors dans un monde idéal vous êtes bien gentil, mais là vous êtes dans l'utopie, vous êtes dans l'irréaliste, vous êtes un peu folle, quoi. Et en fait, ce qu'expliquent beaucoup d'économistes, c'est que non, c'est très rationnel, parce que les externalités positives qui résultent de ces investissements sont considérables, c'est-à-dire qu'elles libèrent des forces de travail, de création, d'innovation. D'un coup, il y a vraiment beaucoup de femmes en plus qui peuvent travailler de manière payante, je veux dire, oui. Beaucoup plus. De cette égalité va naître beaucoup plus d'opportunités. En gros, c'est le secret pour débloquer des points de croissance, si on est obsédé par la croissance du PIB, et donc des recettes fiscales futures. Et ça pourrait même se modéliser, en réalité. C'est vraiment pas un jeu à somme nulle. Au contraire, c'est comme l'enseignement ou la formation. C'est quelque chose, quand on dit investir dans les générations futures, c'est la même chose. C'est vraiment un truc qui a des externalités positives fortes qui pourraient se mesurer en recettes sonnantes et trébuchantes. On arrive, ça fait déjà un moment qu'on discute, et c'est vrai que voilà, c'est toujours, ça fait ressortir plein de choses, et je pense que c'est des sujets vraiment infinis, mais vraiment trop intéressants. J'aurais alors une petite question qui est aussi large, donc pour le coup je me doute bien qu'il n'y a pas une réponse précise, mais tu parles du coup un peu de changement de paradigme, de transition. Pour toi du coup, est-ce qu'on est actuellement dans cette transition? Est-ce que c'est une transition, ça dure des siècles? Est-ce qu'une transition, ça dure quelques dizaines d'années? Est-ce que de manière un peu tangible, qu'est-ce que tu entends derrière ça? Alors, si on prend le framework d'une économiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Carlota Pérez, et qui parle des révolutions technologiques et qui parle des différentes phases de chacun de ces paradigmes, eh bien, on voit qu'en fait, on a vécu une première phase et que maintenant on a une deuxième phase qui pourrait être cette phase de prospérité qui a été celle, par exemple, de l'après-guerre par rapport au paradigme fordiste, au paradigme de l'automobile. La révolution technologique autour de l'automobile. Donc il y a encore pas mal d'années devant nous, mais, dit-elle aussi, à condition de créer ces institutions qui assurent la prospérité et le partage des richesses, parce que sinon, ça peut au contraire... on peut passer à côté, en fait, complètement de cette prospérité. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de sujets d'inquiétude par rapport à réchauffement climatique, la montée d'inégalités qui provoque aussi une instabilité géopolitique et politique forte. Et ces inégalités femmes-hommes qui sont... on ne parle pas que de richesse et de revenus, on parle aussi d'enfermement, de violence, l'avortement qui est plus accessible en Pologne, juste à côté de chez nous, en pleine Union européenne, aux États-Unis, où la décision de la Cour suprême Roe v. Wade qui concerne l'avortement, là, dans la Cour suprême actuelle, pourrait être renversée, ce qui veut dire que
la moitié des États américains vont interdire l'avortement, ce qui rendra les choses très très compliquées pour des millions de femmes qui devront faire 500, 1000 km pour aller se faire avorter. Il faut être riche, parce que ça veut dire qu'il faut prendre 2 jours, de congé, il faut pouvoir faire le voyage, plus payer l'avortement qui coûte très cher aussi. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Donc on voit que les choses les plus basiques en fait sont pas du tout acquises et jamais acquises. Et du coup, est-ce que on conclut sur le futur du travail et le futur managérial sur une note quand même positive, ou est-ce que pour toi après là du coup on est il y a bien sûr pas mal de limites. Je trouve que tu dis sur le fait ouais, c'est pas acquis et ne soyons pas non plus naïfs par rapport à tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a à la fois une certaine utopie qui à la fois est un moteur, et à la fois du coup est-ce que pour toi on termine quand même sur une note optimiste et on va dans le bon sens, ou est-ce qu'on se renferme dans nos individualités? Alors je suis optimiste parce que d'ailleurs à titre personnel je me suis jamais autant éclatée au travail. C'est un plaisir d'être indépendante, de créer mon activité, d'être moi-même un média et d'avoir des clients qui sont contents de travailler avec moi. Enfin, tout ça, j'ai l'impression, moi, d'être heureuse au travail comme je l'ai jamais été quand j'étais salariée et quand j'étais plus jeune. Et de me rendre compte aussi qu'à 40 ans passés, au contraire, c'est là que les choses commencent à être vraiment sympas, quoi. Donc, il y a des trucs qui sont très positifs et optimistes. Quand je mets en garde sur l'utopie d'un futur du travail qui serait plein d'émancipation et de sens et de choses merveilleuses pour tout le monde, c'est juste pour dire qu'en fait, il faut qu'on garde une considération politique et collective. Parce que ce plaisir individuel au travail de ce que j'appelle un contrat d'ouvrage hyper personnalisé où chacun trouve son truc à sa sauce et s'éclate au travail. Et tout. Alors d'abord, c'est pas si facile. Et ensuite, si on en fait un sujet purement individuel, on passe à côté des sujets politiques qui vont concerner toutes ces institutions. La formation, la fiscalité, la retraite, tout ça, la santé, on va pas laisser se dégrader notre accès à la santé, surtout quand on vieillit et qu'on en aura de plus en plus besoin. Donc il y a des tas de sujets comme ça, donc faut pas être naïf, mais en même temps c'est une opportunité extraordinaire d'avoir ces deux fronts, à la fois le côté en fait, il faut qu'on apprenne à conjuguer l'individuel et le collectif, ou qu'on réapprenne à le conjuguer et qu'on laisse pas l'individualisme prendre le dessus complètement, parce que ça nous rendra malheureux en fait. Ça nous rendra très très malheureux. Finalement, parce que c'est dans le collectif qu'on s'éclate le plus. Et c'est ça qui donne du sens. Et tout d'un coup, quand tu fais partie d'un combat politique, tu prends la parole, je crois, rien que sur le congé paternité, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de rencontrer d'autres personnes qui défendent les mêmes messages, les mêmes sujets. Donc, il y a plein de plaisir là-dedans. En fait, dans ce combat politique, on va s'éclater. Bon, super, ça fait une bonne conclusion. Non, c'est super. Et du coup, finalement, je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a ce paradoxe pour prolonger et conclure à la fois, le paradoxe dans la montée, je trouve, de plus en plus d'indépendants, de plus en plus de freelance qui participent à ces évolutions du travail. Nous, on travaille beaucoup avec les indépendants et des freelances. Et c'est conjugué à cette idée de liberté, d'individu, de pouvoir faire ce que tu as envie de faire, toi, tout en ayant en parallèle de plus en plus de collectifs, de plus en plus... Et c'est vrai que dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a vraiment cette conjugaison des deux qui est hyper importante et qui se ressent en plus dans les faits quand on voit l'évolution du travail indépendant aujourd'hui. C'est vrai. Et les indépendants, souvent, en fait, c'est en miroir. C'est un petit peu comme un humain qui grandit. C'est-à-dire, au début, t'es enfant, t'apprends à t'émanciper de tes parents. Donc, t'apprends à tout seul. T'es content d'être libre. T'es content d'être tout seul et d'être autonome. Et tu sais marcher tout seul. Tu sais t'habiller tout seul. Tu sais manger tout seul. C'est génial. Et puis après, en fait, tu te rends compte que t'es pas tout seul. Que tu vas avoir besoin d'être soigné. Que tu vas avoir besoin d'une assurance. Là, tu t'es cassé la jambe, mais il faut quand même que tu aies des revenus derrière, donc tu vas penser au mutuel, au machin. Enfin, tu réapprends en fait à avoir besoin des autres, mais c'est un acte d'adulte en fait. Enfin, c'est un moment adulte, cette prise de conscience qu'en fait, non, t'es pas tout seul à manger à la cuillère, et quelqu'un qui a ramasser les légumes que tu manges, qui les ont fait pousser, d'autres qui les ont transportés, d'autres qui les ont mis sur ta table. Qui les ont fait cuire, qui t'ont coupé un petit morceau. Ouais.
Ouais, complètement. Et du coup, aujourd'hui, il y a quand même dans ces tendances de travail de plus en plus aussi d'outils, d'accompagnement, de structures et d'un peu un écosystème qui se crée aussi autour de ça. Parce que c'est vrai que tu parlais des dimensions, tu as l'individu, tu as les institutions et tu as, je pense aussi, cette dimension voilà, au final, si on peut dire que ce soit d'ailleurs des outils, des médias, à titre, au final, plus, voilà, que ce soit des syndicats, que ce soit des entreprises, et qui émergent aussi, je pense, en parallèle. Et c'est toute cette cohabitation, si on peut dire, qui vont faire avancer les choses. Ah oui, quand même. On peut se dire ça. On peut se dire ça. On peut l'espérer. En tout cas, vous y travaillez, vous, par exemple. Ah bah, complètement. Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris ce temps pour moi. C'était vraiment super intéressant. Et voilà, j'ai encore noté, du coup, au fur et à mesure dont tu parlais, là, quelques nouvelles ressources à aller creuser.